bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec mes amis de rugby. On adore ce sport, on est là pour ça. Et bonne année les garçons, bonne année. Le premier garçon, alors c'est Charlie Bayer, deuxième ligne, qui joue toujours quand même. Ça a l'air de te surprendre. Ouais, Ah oui, toujours moi deuxième oui. ligne au Massif Central. Bonne année à vous les copains. Écoute, je ressors d'un dimanche un peu compliqué avec mon équipe du Massif Central et je voulais vous le raconter parce qu'il y a un truc un peu particulier qui m'est arrivé. Je suis devenu ce vieux con avec lequel j'aimais pas jouer quand j'étais plus jeune. Je suis rentré pour 20 minutes, j'ai mis des bourre-pifs. Je suis sorti au bout de 10 sur un carton jaune pour une soi-disant strangulation. J'ai dit à l'arbitre que j'essayais de jouer le ballon. Il ne voulait rien entendre. Il était d'une mauvaise foi absolue. Mais voilà, quoi. Je suis devenu le mec avec lequel j'aimais pas jouer. Je m'en veux un peu. Ça me rappelle ma carrière, Charlie, je te remercie. Bah, c'est bien dans l'esprit rugby. Merci d'être là, mon cher Charlie. Et bien sûr, aussi l'autre voix, c'est Théodore de Saint-Rémy, notre professionnel, parce que t'étais payé à un certain moment pour jouer ce sport incroyable. Ouais, ça payait les vacances. Hein. C'était pas ce que c'est maintenant. Mais effectivement, quelques années sous plusieurs maillots, avec toujours surtout la passion qui a dépassé le temps de la compétition. Et maintenant, le plaisir, c'est de partager ça avec vous et puis avec les gens qui nous écoutent. Et puis avec les jeunes que t'éduques, quoi, aussi. Avec les petits, également les U12 en Normandie, où je m'éclate, j'en apprends tous les jours. Alors cette année, je passe la formation fédérale pour être éducateur breveté. Et pour être très honnête, j'y allais un peu en traînant les pieds parce que je voyais plutôt les samedis que ça allait me prendre et je voyais pas ce que ça allait m'apporter. Et en fait, j'apprends énormément de choses. Ça rend très humble et je suis super content de faire ça. Donc voilà, Charlie, toi qui es un peu éducateur aussi maintenant, ton club certainement à un moment te dira bon Charlie, tu sais, si tu veux continuer, il faudra peut-être faire la formation. Et ben il faut que tu le fasses parce que c'est vraiment top. Voilà, on a un conseiller technique là qui s'appelle Fabien, qui est extra, et puis la bande des gars qui donnent leur samedi, qui donnent leur week-end pour ça. Et quand on écoute voilà Antoine Dupont qui reçoit son diplôme de meilleur joueur du monde et qui dit je remercie mes éducateurs qui donnaient leur samedi, qui étaient pas chez eux avec leurs femmes et leurs enfants pour nous accompagner au rugby, sans eux je serais pas là. Ça fait un petit pincement, ça fait quelque chose. C'est vrai que c'est vraiment chouette. Mais je suis sûr que tu leur apprends des trucs aussi à cette formation. Sûrement, bien sûr. Bah écoutez, bonne année les garçons. Et je vois là que vous êtes en train de boire un petit quelque chose, un japonais pour toi, c'est bien ça, le grand Théo? Ouais, moi je bois une petite bière Asahi. À votre santé, les gars. Voilà, c'était tout seul d'habitude, non. Hein, mais là, quand on est tous les trois, chacun derrière son écran... Quand on est entre copains, on a le droit. Ouais. Voilà, on partage. Moi, mon ticket, je suis à l'allemande. Je bois une Paulaner. Voilà, Paulaner, c'est un moine dessus. Ça te ressemble tellement, Charlie. je ne suis que religion et moinitude. Et moi, bien et toi, sûr, Thierry? J'ai fait le Dry January, les garçons. C'est un Américain, il est incroyable. Don't be that guy. On va voir si c'est un Dry February aussi. On est bien lancé. C'est bien, c'est très bien. Allez, aussi. On n'est pas là pour parler de bière, on est là pour parler de rugby, même si parfois ça va assez bien ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire parce que ça fait un bon moment, on ne s'est pas parlé maintenant. Et bien sûr, on a le Six Nations qui va démarrer très, très bientôt. Donc, le plan de cet épisode. En fait, on a un invité parce que moi, j'avais vu cette fameuse liste des 43 il n'y a pas longtemps. Je disais, oulala, il y avait plein de noms que je ne connaissais pas. Par exemple, il y avait 8 joueurs qui n'étaient jamais capés. Il y avait 9 joueurs qui avaient moins de 5 caps. Et donc, j'ai eu l'idée d'appeler Miguel Fernandez, donc notre super agent, qui est venu plusieurs fois sur l'émission. Donc, c'est un agent sportif dans le monde de rugby qui va nous parler de ce groupe des 43 avec grand plaisir. J'ai pu passer 30 minutes avec lui, donc ça, c'est chouette. Mais on a plein de choses sur le programme. Et Théo, je pense que je vais démarrer avec toi parce que le rugby en français, ça va comment en ce moment? Ça a l'air un peu compliqué. Moi, est-ce que tu peux m'expliquer? Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent avec les présidents, etc., etc. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, moi qui lis pas Le Monde tous les jours? Bien sûr, c'est pas très facile de résumer ça en 2 minutes, mais en fait, on est un peu dans l'œil du cyclone. On l'a vu d'ailleurs que d'autres fédérations de sport et de sport co en particulier sont aussi dans l'œil du cyclone. On a bien sûr parlé du foot, on a dramatiquement parlé du hand avec une histoire plus que sordide, et on a le rugby. Ce que ça révèle en commun de ces affaires-là qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est que ces sports qui avaient des constructions
fédérale, associative, avec des élus et des petits modes de fonctionnement, avec des gouvernances un peu à l'ancienne et à la papa. Ils ont tous une transition à faire en arrivant sur un marché du sport de haut niveau qui est devenu plein d'enjeux, plein de pognon, plein de responsabilités, plein de risques, plein de visibilité, et que la transition pour toutes ces fédérations, elle est extrêmement difficile et elle est parfois complètement ratée. Alors, on peut pas dire qu'elle soit complètement ratée pour la Fédération française de rugby parce que l'équipe de France se porte bien. C'est quand même la figure de proue, le navire amiral de la fédération, c'est l'équipe de France. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est préservée, malgré tout, de tout ce qui se passe. Je pense qu'elle est quand même dans un cocon un peu à part. Elle a son itinéraire, sa feuille de route, ses tournois, ses compétitions, son effectif, tout ce qu'on a dit pendant des années et des mois sur le fait qu'elle a beaucoup, beaucoup de choses pour elle. Maintenant, on a le problème de la gouvernance de la fédération avec Bernard Laporte, qui a été condamné, qui a été poussé à la démission, qui maintenant, effectivement, a démissionné, a essayé de mettre un peu un homme de paille à lui pour continuer un peu de tirer les ficelles. Ça a été rejeté par les clubs. Donc, c'est un peu une catastrophe en termes de visibilité et de gouvernance. Moi, je l'ai toujours dit, je suis pas très fan du personnage. J'ai toujours été admiratif de Bernard Laporte pour ce qu'il a fait au début de sa carrière. C'était un joueur moyen, mais un mec qui puait le rugby, qui avait un talent extraordinaire pour ce sport, qui a construit une équipe championne de France avec ses copains en 91 à Bègles, qui a écrit des pages splendides et en lettres de feu avec Max Guazzini du Stade Français, et c'est pas Charlie qui dira le contraire. Et ils ont vraiment contribué à renouveler complètement le rugby et à le faire passer, en tout cas le rugby des clubs, à l'âge adulte dans le sport moderne. Le problème, c'est qu'après, il est devenu copain avec Sarko, il est devenu ministre, et je pense que tout ça, non mais je pense que tout ça, ça lui a un peu monté à la tête, et d'une certaine manière, il a emmené beaucoup trop haut ce qu'est son mode de fonctionnement, c'est-à-dire un mode de fonctionnement clanique avec ses potes, et il a cru que ça pourrait marcher à tous les étages de tous les systèmes, et c'est pas vrai en fait. Donc, il s'est pris les pieds dans le tapis. J'en suis désolé pour lui. On ne fera pas un homme à terre. On tire pas sur une ambulance. C'est pas mes affaires. Je suis pas juge d'instruction. Je suis rien de tout ça. Je pense qu'il s'est complètement planté sur la gouvernance de la fédération, même s'il y a des choses qui vont bien à la Fédé. Et je pense que c'est un désastre personnel pour lui parce qu'il en est presque à mettre en péril l'édifice de sa vie qui est le rugby. Mais il en est aussi le propre responsable. Il est son propre fossoyeur. Et donc, j'espère que tout ça, on va le dépasser, qu'on va être champion du monde et puis que ce sera de l'histoire ancienne. J'ai été très long. Mais voilà, tu m'as posé une question, c'est ce que je voulais dire. Non, moi au contraire, je trouve que tu as été assez concis et t'as pas été trop long, mon Théo. Mais je te rejoins sur un truc, c'est quand tu fais la comparaison avec d'autres fédérations. Et c'est vrai que c'est assez particulier de voir que sur 3 sports internationaux où on est au top, parce que la France vice-championne du monde en football, vice-championne du monde au handball, on l'a vu dimanche, et en rugby, on est quand même dans le classement mondial, on a gagné le dernier tournoi de destination. Et à côté de ça, l'organisation est, comme tu dis, je pense vieillotte en fait. Je pense que, comme tu dis, il y a un système clanique. J'en parlais avec mon président là au retour du match que j'ai fait dimanche, où en fait, lorsqu'il a été élu Laporte, il avait fait sur beaucoup de systèmes de si je suis président, je vais vous faire baisser le prix de la licence, de machin et tout. Et c'est des trucs très copain, je te rends service, tu me rends service. Et je pense en effet, comme tu le dis, que c'est des choses qui ne marchent plus, des sports en général qui sont devenus des industries en fait quoi, et qu'on ne fonctionne plus dans une industrie comme on fonctionnait dans une entreprise à papa quoi. Merci les gars, parce que moi j'apprends beaucoup, parce que franchement j'ai peu de mal à comprendre le système en France et comment ça fonctionne, et mon peur on comprend pas non plus hein, tu sais. Et mon peur quelque part, c'est que oui, ça va faire on va dire mal sur l'équipe de France et aussi sur le Coupe du Monde à venir aussi.
Donc merci pour ces lumières. Et bon, ce qui est important, c'est que notre équipe de France à nous, ça va bien. Et bon, on va en parler de ça après. Mais merci pour cet avis et ces lumières. Si on parlait rapidement, allez, un peu de rugby quand même, parce qu'il y avait beaucoup de rugby pendant notre petit séjour qu'on était parti, en parlant de fameux EPCR, hein, de Champions Cup. Est-ce que tu as regardé un petit peu, mon Théo? Tu as regardé quelques matchs? Qu'est-ce que tu t'en sors de ça? Ouais, j'ai regardé. Alors, pour être très honnête, et je vous l'avais dit l'année dernière, j'ai un petit problème là philosophique avec cette Coupe d'Europe, parce que quand vous regardez les deux poules, la poule A et la poule B, déjà c'est des poules de 12 clubs, ça me fait penser à ma jeunesse. Et dans chacune des poules, la poule A, vous avez les Bulls, et dans la poule B, vous avez les Stormers. Ça veut dire que ils ont donc été au bout de leur idée complètement débile de mettre des provinces sud-africaines à l'intérieur de la Coupe d'Europe, et on pourrait se retrouver, parce que c'est quand même la Coupe d'Europe, avec une finale Bulls Stormers, s'il te plaît. Deux équipes sud-africaines. C'est malin, c'est plus la Coupe d'Europe, c'est la Champions. Ouais, mais c'est quand même du foutage de gueule. Donc moi, j'étais furieux contre ce truc. Ça me rend toujours un peu. J'ai un petit goût amer en fait avec cette compétition. Je vais certainement finir par m'y faire parce que la passion va prendre le dessus. Mais là, effectivement, on a une poule A dans laquelle les Français n'existent pas trop, puisque ils sont 9, 10, 11, 12e. C'est carrément sordide. Dont le Racing 10e, qui s'est fait humilier en plus, qui a été mauvais comme pas possible. Et puis dans la poule B, en revanche, La Rochelle, Toulouse qui sont en tête, avec Montpellier qui est 7e et Clermont qui est 9e. Donc on va voir ce que ça donne. Moi, c'est une année un peu particulière parce que le Racing sera pas dans le coup, et qu'en plus il y a des Sudaf, ça me permettra peut-être de bouder la compétition pour des mauvaises raisons. Et puis ça m'évitera de voir que c'est à nouveau pas le Racing qui est champion d'Europe, quoi. Si je peux me permettre, mon Théo, tu as tout à fait raison, mais il y a une théorie qui est vérifiable et vérifiée, que tu nous as dit dans ce podcast à plusieurs reprises, comme quoi il y a un Sudaf dans chaque équipe internationale. Et cette théorie est poussée jusqu'à l'absurde, parce qu'il y a maintenant des équipes Sudaf jusque dans les compétitions européennes. Donc dans tous les ils sont partout. Oui, c'est vrai. Moi, je suis plutôt content parce que peut-être l'année prochaine, il y aura les deux meilleures équipes de MLR qui vont venir aussi pour le Champions européenne. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Ticket. C'est pas faux. Une chose, donc peut-être on va voir ça pendant un certain temps finalement, mais une chose c'est sûr, moi j'ai noté que des équipes Sudaf, t'as l'impression qu'ils ont mangé des steaks avant quand même, ils sont assez costauds et ça fait mal sur le terrain. Des steaks aux hormones. Ouais, peut-être. Il y a une chose, malheureusement pour toi, mon cher Théo, les Cincinnati Bengals, ils vont pas venir non plus parce qu'ils ont pas réussi d'aller au Super Bowl. Donc je suis désolé pour toi. Par contre, Ticket, tu as mal prononcé. Je crois que c'est les Cincinnati. Ah oui, t'as raison. Donc finalement, ça va être les Chiefs against the Eagles cette année. En fait, c'est marrant parce que cette année, je suis, mais plus de tout, le foot américain. C'est dingue. Maintenant, je suis tellement dans le rugby que le foot américain. Tu es français, Ticket, ça y est. Attends, c'est quand le Super Bowl, Thierry? Là, tu me poses un col. Ça va être normalement 2 semaines après. Donc, c'est mi-février, on va dire. Ils ont une semaine de repos. Mi-février. Donc, les Chiefs de Kansas City. Yeah, against the Philadelphia Eagles. Et les Eagles, Philadelphia. Donc, il y a toujours Patrick Mahomes. Donc, c'est quelqu'un à regarder. Moi, je mettrai mon petit billet. Super joueur. Ouais, c'est quelqu'un de très, très fort et très, très intéressant. Allez, si on parlait juste de top 14, on va juste parler de nos deux équipes parisiennes parce que Charlie, qui est fan de Stade Français, qui sont quand même deuxième depuis le temps dans notre podcast. Et avant, on se disait, mais est-ce qu'ils vont même descendre? Et maintenant, ils sont deuxième. Et le Racing, ils sont quoi? 7e maintenant, c'est ça, mon cher Théo? Attends, je donne la parole à Charlie. Vas-y, Charlie. Oui, commence par Charlie. Merci beaucoup. Oui, parce qu'on veut pas commencer par l'aigreur. On veut commencer par un peu de joie. Et oui, en effet, deuxième, le Stade Français, c'est une équipe à répercussion. C'est pas le bon, mais c'est-à-dire que le Stade Français est bon quand il est attaqué, quand il va pas bien, quand on les prend pour n'importe quoi. Et ils ont envie de prouver que c'est une place du rugby quand même et qu'à Paris, on joue au rugby. Et là, clairement, leur remontada, leur niveau, leur beau jeu développé aussi, il date du moment on a licencié Quesada, quoi. On a dit qu'il allait partir, pardon. Et je pense que les joueurs ont tenu à cœur de montrer que l'enseignement qu'il leur a donné était le bon.
c'est ma première analyse. Après, à côté de ça, on a un pack d'avant de malade mental, parce que oui, on est deuxième du classement, mais sur des trucs très simples comme juste la touche et la mêlée, on est premier. On a des avants monstrueux, vraiment. Et je pense que le Stade Français se repose là-dessus, sur beaucoup de qualités aussi derrière, bien sûr, mais très souvent, c'est une phrase qui revient au rugby. On dit le rugby commence par devant. Je pense que le Stade Français le prouve cette saison, et ça me fait très plaisir. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Charlie. Le paquet d'avant du Stade Français est impressionnant sur la saison qu'ils font. J'aime beaucoup leur numéro 8 là, Abel Köfner, ou je sais plus comment il s'appelle, mais il est énorme. Ouais, belle teinture rose. Ouais, belle teinture rose. Sekou Makalou, on le présente plus. Les premières lignes, c'est très solide. Aussi, Monsieur Pesanti qui est passé sur l'émission. Ah oui, absolument. Qu'on salue. Et moi, je suis d'autant plus heureux que lorsqu'il y avait eu cette improbable initiative de fusion du Racing et du Stade Français, j'avais gueulé comme un putois en disant que c'était absolument n'importe quoi. Et ceux qui étaient plus ou moins d'accord avec ça disaient oui, mais bon, c'est la loi du marché, le truc est trop petit, s'ils fusionnent, ce sera super, etc. Ils pourront pas rivaliser s'ils restent à 2. Mais, moyennant quoi, Stade Français 2e, Racing pas du tout 7e, Thierry, 4e, s'il te plaît, notamment parce qu'ils ont battu La Rochelle samedi dans un match d'enfer. Ils ont été menés assez largement, ils sont revenus, ils ont arraché la victoire à la Sirène 39-36. C'était un des plus beaux matchs de top 14 de la saison, c'était absolument top. Et donc le Racing, avec sa manière à lui et avec pour le coup ses imperfections devant, parce que je trouve qu'ils sont pas du tout l'assurance tout risque devant, ils ont quand même une sacrée équipe de batailleurs. Notre petit Finn Russell qui était revenu d'Écosse pour faire le match, qui a fait un énorme match en marquant 24 points. Donc tout ça, ça nous donne les 2 équipes parisiennes dans les 4 premiers, et nous, on est bien contents. Alors il y a Toulouse en premier, La Rochelle en 3e intercalé. L'équipe surprise de cette nouvelle saison, c'est Bayonne, qui enchaîne les succès à base de Peña Bayona au stade Jean Daugé, refait à 9. Et franchement, il suffit d'aller sur YouTube mater les Peña Bayona pour aimer le rugby. Hein. C'est extraordinaire ce qu'ils font là-bas. Qui sont d'ailleurs chantés jusqu'à Jean-Bois. Non, mais c'est fantastique. Ce qu'ils ont fait est fantastique. Et puis derrière, tu as un groupe éto d'équipes qui se tiennent en très peu de points. 40, 38, 35, etc. Bordeaux-Bègles, Lyon, Montpellier, Toulon qui sont pas loin. Et puis un peu décroché. Perpignan. Si je peux mettre quand même une petite pastille à Charlie, qui a battu le Stade Français ce week-end, c'est tout. Je l'ai vu venir. Super pour Bayonne, parce qu'au début de saison, j'avais parlé avec DJ Plana de USAP, vidéo analyste, qui va dire qu'il attendait beaucoup de Bayonne, qui Bayonne allait être très très fort. Et je disais pourquoi il venait de Pro D2, et finalement de les voir dans le top 6, c'est quand même quelque chose. Un an après le montée, c'est quand même quelque chose. Allez, donc on a beaucoup de rugby, bien sûr, on va parler de 6 nations, mais juste avant ça, j'ai eu le plaisir cette semaine de parler avec Jérémy Chopard, qui en fait qui travaille avec Brive, avec CA Brive, les responsables sportifs centre de formation. Et en fait, j'avais vu sur LinkedIn, il avait fait un post que j'ai mis sur notre story. Je vais le faire plus tard dans la semaine aussi. Alors, il a une association où il envoie des jeunes français jouer au rugby. Donc, ils font en immersion, ils font jouer au rugby aux États-Unis. Et là, il va faire un à Los Angeles. Et j'ai juste trouvé cette idée trop chouette. Et donc, il prend des jeunes, je pense qu'ils jouent dans le U18, les Crabos, peut-être ça te dit quelque chose. Bien sûr. Et donc, en fait, les jeunes, donc, l'idée, c'est d'aller faire une semaine à Los Angeles pour jouer un tournoi en anglais aux States, à Los Angeles, avec tout ce que ça représente, avec tous ces côtés américains. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de l'inviter à un autre moment. Vous pouvez aller chercher ça sur, bien sûr, les réseaux sociaux, sur son Instagram, où c'est www.cgimmersionsportstravels.com. Oui, parce que je trouvais ce concept super intéressant. J'aimerais bien en parler plus avec lui par rapport à ça. Peut-être qu'une initiative comme ça pourrait ouvrir un destin à la Richard Tardit. Et on vous invite à écouter notre épisode 23 qui était vraiment
C'était un fantastique. très bon moment avec lui. Il faut que l'on invite lui aussi. Allez, en parlant d'invitation, j'ai eu cette opportunité de parler avec Miguel Fernandez sur nos 43 joueurs. Bien sûr, bon, cette discussion, ça date d'avant le retour de Villiers. On est super content de l'avoir de retour de notre 15 de France. Donc, bon, ça date un petit peu, mais j'avais vraiment envie de comprendre, de mieux comprendre qui c'est ces jeunes joueurs que je connaissais pas. Donc voilà, on va passer tout de suite à notre entretien. Restez jusqu'à la fin parce que après, c'est à nous, les garçons, de dire qu'est-ce qui va passer dans ce France-Italie. Allez, tout de suite avec Miguel Fernandez. Est-ce que Pack de potes, terrain 10. nous sommes toujours contents de pouvoir parler avec un pote de notre pack. C'est le super agent sportif et directeur chez CSM France, Miguel Fernandez. Miguel, bienvenue à nouveau chez nous à Pack de Potes. Ouais, merci de m'accueillir à nouveau. Très sympa d'être là. Bah écoute, on est là pour parler de notre équipe de France. Et en fait, nous avons quand même fait 2 interviews ensemble pour parler de ton métier d'agent sportif et aussi de parler de côté business du ballon ovale. Pour donner une idée aux personnes qui peut-être ils n'ont pas encore écouté nos épisodes 47 et 78, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, moi, ça fait 22 ans que je suis dans le milieu du rugby professionnel. Je co-dirige aujourd'hui la filiale française d'un groupe qui s'appelle CSM. Qui travaille dans le marketing sportif au sens large et dans la gestion d'athlètes. Voilà. Bah voilà. Et en parlant de gestion d'athlètes, je sais que c'est un peu compliqué en France, mais on va dire que tu es quand même, tu travailles. Je collabore. Ouais. Tu collabores, voilà, merci pour le mot, avec certains joueurs sur notre équipe de France, par exemple. Absolument, absolument. Le groupe CSM a collaboré avec, je dirais, je crois que sur les derniers 15 titulaires, on doit en avoir 12 ou 13. Oui, voilà, bah superbe. Donc c'est pour ça que je t'ai invité en fait, car tu connais un peu le rugby mieux que moi, hein, et donc si tu vas être notre spécialiste de jour, si ça te va. Ouais, superbe. Merci d'être là, car quand même sur ce fameuse donc la liste de 42, franchement il y a beaucoup de noms que moi je connais pas. Donc c'est pas bien, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Quand même. C'est difficile. Il y a quoi, 500 joueurs pro en France, c'est quand même. Non, il y a plus que ça. Il y a pas loin de 1000. Ah, tu vois, ouais. C'est compliqué de connaître tout le monde. Donc, mais quand même, on peut pas dire que c'est une nouvelle équipe de France, mais il y a 8 joueurs sur le 42 qui sont non capés. Et moi aussi, j'ai compté, on va dire, 9 joueurs qui, on va dire, sont moins de 5 caps. Donc, on va dire qu'ils ont, c'est pas beaucoup d'expérience. On peut pas dire que c'est on va dire, une nouvelle équipe, mais on peut dire que c'est peut-être une équipe rafraîchie ou une équipe réactualisée. Est-ce que ça te va? Ouais, moi, je dirais que c'est une équipe en développement. Il y a pas mal de certitudes sur, on va dire, si on fait une analogie avec le basket, avec le 15 majeur, où effectivement, tu as 23, 25 joueurs. Voilà, c'est du solide. Et même par extension, je pense qu'on a potentiellement 2 équipes de France très compétitives. Après, effectivement, dans l'esprit du staff de l'équipe de France, il faut aussi prévoir l'avenir, prévoir éventuellement les indisponibilités des uns au dernier moment, etc. Donc, tu injectes petit à petit du sang frais ou des nouvelles têtes, pour que ces nouvelles têtes respirent un peu, sentent un peu l'odeur du vestiaire du 15 de France, se familiarisent aussi avec un mode opératoire qui est complètement différent de celui qu'ils connaissent en club, d'un langage différent, d'approches techniques ou tactiques qui peuvent être dissonantes par rapport à ce qu'ils connaissent en club. Donc, c'est une manière aussi de concerner une quarantaine de joueurs. Je pense qu'il y en a plus parce qu'il y en a certains qui sont entrés dans la liste des 42. On connaît le proverbe, hein, le malheur des uns fait le bonheur des autres, donc suite à des blessures, des choses comme ça. Donc, c'est assez logique, hein, dans un groupe de 42 que tu aies une dizaine de nouveaux, quoi. Ouais. Et si on parlait, avant de parler de qui arrive, peut-être on peut parler aussi de qui manque en ce moment, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessures des grands joueurs, donc Woki, Movaka, Danti, c'est un peu difficile de tout dire aussi. Selon toi, qui va manquer le plus ou quel poste ça va être plus affecté que des autres? Alors, je pense que Cameron Woki, dans son rôle de deuxième ligne moderne, tu vois, deuxième, troisième ligne, même s'il a sa doublure, ou, enfin, en tout cas, pas sa doublure, mais son alter ego, qui est Thibaut Flamand, qui lui ressemble énormément, à peu près le même type de jeu. Moi, il y en a un que tu n'as pas cité, qui est Joe Dante, qui est un garçon qui positionne sur le milieu du terrain, qui franchit, qui fait jouer derrière lui. Donc ça, c'est intéressant. Après, Max Lucu, ouais, parce que c'est la doublure parfaite de Toto Dupont, d'Antoine Dupont, qui
qui est un garçon, Antoine, qui pèse énormément sur les défenses, etc. Et Max est un excellent gestionnaire, donc qui peut te gérer éventuellement une fin de match, aux 20 dernières minutes rassuré. Il a un excellent jeu au pied également. Donc non, c'est pas bon. Movaca, il était plus le numéro 2 par rapport à Jules Marchand, mais c'est des absences qui font bon. Voilà. Après, on a des retours, hein. Villemc qui revient, François Cross qui revient, etc. Donc mais de toute façon, je pense que tous ces joueurs-là, s'il n'y a pas de pépins et s'ils sont en état de marche, a priori, ils seront concernés par la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai que parce que là, on parle de 6 nations, mais on peut pas s'empêcher de penser à l'avenir quand même, qui passe si loin. Et c'est vrai par rapport au Movaca, je pense qu'ensemble, on avait dit quand même la France, grosse manufacturing de talonneurs. Je sais pas d'où ça sort tout ce talent de talonneurs en France, mais on aime bien le petit costaud en France qui va plutôt vite. Vous êtes doués pour les fabriquer en France. Alors, ouais, enfin, c'est vrai qu'il y a une vraie tradition de talons, comme de numéro 9 également. C'est un poste sur lequel on a souvent été très riche. Après, tu vois, là, Movaca absent, Bourgarit absent également. C'est-à-dire que, en fait, tu as les trois, on va dire, en tête de liste pour l'équipe de France. Donc, tu t'en retires 2, tu sors Barlow de Castres, qui est très intéressant. Le petit Lamotte de l'UBB, qui est très intéressant. Alors, quand je dis petit, c'est affectif, qu'on soit clair. Mais ce sont des jeunes joueurs. Je ne sais pas s'ils feront la Coupe du Monde 23, mais ce qui est sûr, c'est que le staff de l'équipe de France prépare déjà le terrain pour les échéances qui suivront la Coupe du Monde 23. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, pour moi, je trouve qu'au niveau de centre, comme tu dis, Danty qui manque, Vakatawa qui peut plus jouer. En fait, on a Galfikou et derrière, on a 2 nouveaux, un qui a 19 ans aussi et l'autre, après, il y a Pierre-Louis Barassi qui a quelques petites sélections, mais waouh, c'est assez léger. Heureusement, il y a Mofana aussi de Bordeaux. Ouais, Mofana, c'est un peu l'homme à tout faire un peu derrière. C'est-à-dire que s'il joue pas au centre, il joue à l'aile. Je pense qu'il pourrait jouer un peu partout. À mon sens, la logique voudrait que la paire de centre soit constituée de Gaël et de Yoram, Mofana. Mais après, tu as un Pierre-Louis Barassi dans un style de jeu très similaire qui peut jouer plus en 13, tu vois, sur les extérieurs, qui est hyper intéressant, qui a d'excellentes, que je trouve. Après, je suis pas un grand technicien, mais on va dire l'amateur que je suis apprécie son jeu et sa capacité à éviter, etc. Après, tu sais, tu as toujours l'option également de faire glisser, pourquoi pas, Damien Penaud au centre et laisser les ailes à Lebel ou à éventuellement Buros, puisque l'arrière, ça va jouer quand même entre, je pense, Melvin Jaminet et Thomas Ramos. Dumortier, je l'ai dit, Lebel. Enfin bon, il y a quand même quelques combinaisons possibles. D'accord. Il y a quelques combinaisons possibles. C'est vrai, si on regarde les 8 personnes qui sont sans cap aujourd'hui, et c'est bon, on enregistre ce moment bien avant le premier match, on est presque 2 semaines avant le match contre Italie, donc il y aura des changements forcément. Mais quand même, je voulais parler de ces 8 noms que je connaissais pas forcément, et dont les 8, en fait, il y a un seul avant, c'est Paul là, tu vas m'aider avec les prononciations, j'espère, Miguel. Non, tu te débrouilles. T'es méchant quand même. Donc c'est Paul Boudéon, de La Rochelle. Oui. Paul Boudéon. Troisième ligne. Tu peux me parler un petit peu de lui? Alors, je le connais pas très bien. Je le connais en tant que joueur. Il fait partie de cette génération de troisième ligne très complet, que ce soit sur des phases un peu obscures de ruck, d'aller gratter les ballons, etc., qui convient assez bien à un jeu de dépossession, qui est celui de l'équipe de France, et qui en même temps a la caisse pour pouvoir assurer le lien avec les trois quarts. Donc c'est assez intéressant. Moi, tu vois, en troisième ligne, quitte alors après, je suis pas sélectionneur et je le dis de manière très intéressée, mais tu vois, j'aurais bien fait tester un garçon comme Alexandre Roumat, qui fait une saison remarquable avec le Stade Toulousain. Alors c'est vrai qu'il a un profil aussi très aérien, mais il est très coureur. Mais bon, Boudéan, ouais, c'est intéressant de le voir. C'est très intéressant de le voir. Je sais pas s'il jouera, pour être très clair, mais je pense que ça va être une belle expérience pour lui que de renifler un peu, de sentir un peu le vestiaire
et l'ambiance du 15 de France. Ouais, j'imagine que ça sent toujours mieux à Marco Sis quand même. Allez, en neuf, il y a deux jeunes, on va dire Léo Colli, qui a quand même fait pas mal de bruit l'année dernière, et Nolan Le Garec. Donc en fait, tu avais parlé de Loku qui pas là, il est blessé, mais en fait, on a deux jeunes. En fait, on ne peut pas aller assez jeune aussi, donc deux plus jeunes que lui qui arrivent. C'est incroyable. Ouais. C'est à 23 et 20 ans, et entre Léo et Nolan Le Garec. Ça va être aussi intéressant de les voir se confronter à ce qui se fait au plus haut niveau. Tu as le top 14 qui est le très haut niveau, ou le haut niveau, et tu as les échelons, les matchs internationaux qui est l'échelon supérieur, qui est le très haut niveau. Ce sera intéressant. Alors, faut savoir que les deux sont vraiment, pour le coup, des jeunes joueurs qui ont été qui ont été identifiés champions du monde pour Léo en moins de 20, etc. Enfin, ils ont suivi un cursus d'équipe de France assez classique, et c'est pas une surprise que de les voir là en équipe de France. Alors pardon, je me projette beaucoup sur la Coupe du Monde, mais je m'en expliquerai, parce que je pense que là, les 6 nations, ça va être vraiment une répétition pour la Coupe du Monde, à mon sens. Mais effectivement, tu vois, Léo Colli ou Nolan Le Garec, s'ils font pas la Coupe du Monde là, ils sont forcément prétendants pour 2027. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir maintenant. En tout cas, pour l'un, je pense que les deux vont être concernés pour différents matchs. Enfin, ça me paraît assez logique que tu les testes sur des différents matchs. Ce sont pas les mêmes profils exactement en neuf. Donc, ça peut être très intéressant pour le staff que d'avoir des profils comme ça différents, et que tu peux faire entrer au gré de l'adversité contre laquelle tu joues. Donc, ça va être intéressant. Mais on est quand même chanceux d'avoir des beaux joueurs de si jeunes. Après, voilà, le top 14, c'est une chose. Le niveau international, c'est encore autre chose. Donc, ça va être un bon test. Question après, parce qu'il y a deux jeunes à 19 ans, j'ai une question là-dessus. Tu as parlé de Romain Bruce, oh là, comme peut-être un utility back, un peu comme Thomas Ramos, c'est un peu la même. Ouais, alors Buros et Ramos, oh là là. Mais toi qui parles 5 langues. Toi, t'as une excuse. Ouais, c'est quelqu'un qui peut effectivement évoluer à l'arrière, et à l'aile. Ce qui est toujours très intéressant stratégiquement ou tactiquement d'avoir, suivant le déroulé du match. Tu vois, tu peux avoir une blessure, tu peux avoir bon, voilà. Alors utility back, oui, sur deux postes qui sont relativement similaires, mais parce que je pense qu'au niveau du poste derrière, je pense que la chanson va être chantée par soit Thomas Ramos, soit Melvin Jaminet, qui en plus sont d'excellents buteurs tous les deux, ce qui est quand même un plus. Et tu peux ainsi soulager éventuellement un Romain Ntamak ou un Mathieu Jalibert s'ils sont pas en forme. Donc ça, c'est vraiment important. Donc Bureau, c'est plutôt pareil, il va sentir. Bon, je crois qu'il avait déjà fait un stage avec l'équipe de France, si ma mémoire si je me trompe pas, mais c'est bien, c'est intéressant de voir, qu'il se frotte un peu aux exigences aussi du très très haut niveau, quoi. Là, si on parle d'ailier, une personne qu'on n'avait pas mentionné quand même, c'est Gabin Villière, quelqu'un qui est blessé, qui est blessé, qui est formidable sur le terrain. Là, j'ai deux noms, Ethan Dumourtier et Louis Biarré. Ouais, qui lui aussi peut jouer à l'arrière d'ailleurs, le jeune bordelais. Je pense qu'ils font partie, si tu veux, comme Léo Colli, c'est une génération de 20 ans à peine. Je crois même qu'il y en a un qui a 19 ans, je crois. Ouais, Louis. Il faut, si tu veux, je pense que les emmener comme ça sur des stages de 40 joueurs, de renifler un peu, de sentir et d'être dans l'ambiance du 15 de France. Bon, ça veut pas dire que tu vas finir en équipe de France forcément, mais je pense que c'est aussi la volonté du staff d'intégrer des jeunes à très fort potentiel, parce que possiblement ils feront partie de l'équipe de France, donc autant gagner du temps. Parce que quand ils seront appelés, et j'espère pour eux le plus tôt possible, à démarrer ou être sur une feuille de match de l'équipe de France, le stade de l'émotion, bon, il sera toujours, mais si tu veux, ils auront un peu plus de repères que s'ils arrivaient comme ça de but en blanc, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Les 2 derniers noms que j'ai, c'est Julien Delbois et Émilien Gaëtan. Émilien Gaëtan, comment il s'appelle? Delbuis. Delbuis. Merci d'être là quand même, hein. C'est Gaëtan, Sinon, ouais. Gaëtan, finalement, 7 essais en top 14 déjà pour Pau, jeune 19 ans, j'entends pas mal parler de lui. Mais 19 ans, ça me paraît hyper jeune. Comme tu dis, bah, il y a une différence entre top 14 Ouais. et international. Est-ce que c'est trop jeune, Ouais. 19 ans ou Je sais pas. Moi, je suis assez partisan de dire que le talent n'attend pas le nombre des années, quoi. Le gars qui est très talentueux, pourquoi s'en priver? Euh, c'est vrai dans tous les sports, hein. Dans le football, on a un phénomène qui s'appelle alors je suis pas en train de comparer les joueurs de l'équipe de France à Kylian Mbappé, hein, mais des phénomènes comme ça, ça arrive. Alors c'est plus le cas derrière que devant d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a une maturité physique qui est plus lente quand tu joues devant. Mais on a eu des exceptions. Kamisha a commencé très jeune, Dimitri Schwarzysky a commencé très jeune au poste de talonneur. Et même avant, je pense que Califano a commencé aussi très très jeune en équipe de France. toujours Mais c'est souvent derrière où t'as des jeunes de par leur vitesse, de par voilà, il y a plus de près. Je sais pas s'ils sont prêts plutôt de derrière que devant, mais c'est vrai que devant ça exige quand même une certaine maturité physique. Ouais, parce que en tout cas en termes de force et de. ce que j'ai noté, il y a aussi un grand paquet de personnes, environ 9 personnes qui sont, on va dire, dans leur deuxième ou troisième cap, on va dire. Wardy, Thomas Jolmes, c'est bien ça? Thomas Jolmes, bien joué. Ouais, Astoré, Lebel, Barassi, ils ont quelques caps, mais quand même, il y a tout un paquet. Là, je vois, en fait, dans les 23 ans, je dis là, ok, ils ont un peu d'épaule, on va dire, un peu de masse aussi pour encaisser des chocs. J'ai même peur pour eux que pour des jeunes de 19 ans, quand même. Ouais, mais tu remarqueras devant, c'est assez rare des jeunes de 19 ans. Hein. Ouais, c'est très rare. C'est plutôt derrière. En fait, il y a une personne donc je connais pas, c'est Bastien Chalureau. Chalureau. Chalureau, 30 ans. Je trouve ça génial qu'il ait rappelé à 30 ans. Pour lui, j'imagine qu'il dit, ça vient d'où, dans un sens. Je sais pas. Est-ce que c'est assez courant un mec de 30 ans pour rappeler pour son deuxième cap? Non, c'est pas très courant parce que généralement quand t'as sur la fin de 30 ans, généralement t'es identifié. Mais je pense que c'est quelqu'un qui récolte les fruits aussi d'une très belle saison qu'il a faite la saison passée avec Montpellier, champion de France, qui est dans un registre de deuxième ligne de devoir, très présent dans les tâches obscures. Voilà, c'est pas forcément le joueur le plus visible sur un terrain, mais il est indispensable. Enfin, ce profil-là est indispensable à la bonne marche d'une équipe, et il est récompensé pour la très belle saison qu'il a faite l'année dernière. Et puis son début de saison est tout à fait acceptable, donc ça mérite. Je trouve ça chouette, comme tu as dit, il faut pas discriminer par rapport à l'âge pour les jeunes, pas pour des plus vieux non Exactement. plus. Ouais, donc voilà. Ouais, j'avais une question pour toi en tant qu'agent. Est-ce que ça t'arrive, ça devrait être parfois difficile d'aider un joueur avec la déception qui vient avec un non-appel, et en même temps, ça devrait être sympa d'aider sa première fois qu'il est capé, il devrait être assez content. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle, parce que t'es, comme tu disais dans nos pods précédents, tu es un peu le grand frère ou l'oncle qui est là aussi. Est-ce que tu peux parler de ce rôle-là? Et l'âge avançant, je deviens presque le papa des fois. Je vais te raconter une anecdote parce que celle-là, elle m'a profondément marqué, d'un joueur qui a arrêté sa carrière, donc il y a une prescription aujourd'hui, un joueur qui s'appelle Brian Liebenberg. Brian Liebenberg est arrivé en France très jeune, etc., et un gabarit hors norme au centre. Et c'était, si je dis pas de bêtises, pour la Coupe du Monde 2000, ou une tournée en 2007, un truc comme ça, ou juste avant la Coupe du Monde. Et ouais, c'est ça, 2007. Et en fait, il est sud-africain. Il fait ses 3 ans en France. Enfin, le règlement permet d'eux. Et il ne sait pas s'il va être appelé. On en parle de plus en plus dans la presse. Et lui est parti voir ses parents en Afrique du Sud. Il est en vacances en Afrique du Sud. Et c'est moi qui l'appelle. En fait, je ne sais pas je pense qu'il est déjà au courant, mais en fait, avec le décalage horaire, comme il était en Afrique du Sud, il était dans le bush, il s'est un peu baladé, il a un peu coupé avec le rugby, il est pas tellement au courant. Et donc, je l'appelle, coup de chance, il décroche, il a de la connexion, et je lui dis, ça va, Brian, tu vas bien, ouais. Et pensant qu'il était déjà au courant, je lui dis, mais tu connais les paroles de la Marseillaise? Et là, je sens un blanc.
Et il me dit, mais comment ça? Et là, je comprends qu'il n'est pas au courant. Et je suis, bah écoute, il y a 2 heures, la liste vient de tomber et tu fais partie des appelés. Et au moment où je dis ça, il reçoit des coups de fil du staff de l'équipe de France, qui avait essayé de le joindre et s'était pas rendu compte. Il a eu des appels en absence et j'étais par accident, entre guillemets, le premier à le lancer. Et là, si tu veux, je l'imagine se retourner vers ses parents, frangins qui étaient là. Il leur dit quelque chose en afrikanos, évidemment, je n'ai pas compris, mais que je devinais ce que c'était, puisque j'ai entendu des cris de joie derrière, si tu veux. Et ça, c'est des moments extraordinaires. C'est des moments extraordinaires. À contrario, ouais, la déception. Alors, comme quoi les sportifs de haut niveau sont quand même câblés très différemment que tout à chacun. C'est que, en fait, la déception, 9 fois sur 10, les gars, ils s'en servent comme motivation, en fait. Je suis tombé, ok, je suis pas pris. Qu'est-ce qui me manque pour y arriver, etc., etc. Ils sont très, ouais, je peux pas mieux dire. Ils s'en servent vraiment comme motivation. Ok, j'y suis pas cette fois, mais je vais tout faire pour y être pour la prochaine. Ouais, ils sont pas achevés. Ouais, ok. Non. Ouais. Non, c'est intéressant parce qu'une fois, j'avais un contact sur l'équipe de France féminine et j'ai fait la grande erreur. J'avais dit, elle n'était pas prise, donc peut-être elle aurait le temps pour me parler. Et tu vois, je suis allé comme ça. Et en fait, après, en gros, me disait, bah non, je vais concentrer pour me remettre dans l'équipe de France et ce qu'elle a pu faire. Et en fait, ça m'a appris un leçon aussi. C'est quand même, c'est des humains parce qu'il y a quand même un baisse dont tu parles. Ils sont câblés différemment, oui, mais quand même juste. Ils ont des sentiments. Ils ont des sentiments quand même. Oui, c'est des athlètes professionnels et ils ont des sentiments et il faut faire un peu gaffe avec ça aussi en tant que. Bon, j'ai la chance d'interviewer quelques-uns et il faut les traiter aussi comme des êtres humains parce que ça devrait être chaud d'être au plus haut niveau et de baisser et d'avoir la capacité d'en revenir, ça devrait être ce qui est plus difficile à gérer, c'est les blessures, tu vois, en termes de mauvaises nouvelles. Parce que la blessure, elle est, évidemment, elle est accidentelle. Et donc, c'est pas quelque chose qu'ils ont forcément anticipé. Alors que quand tu es appelé ou pas appelé en équipe de France, quelque part, tu t'es préparé et tu te dis, bon, la majorité d'entre eux dit, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait faire pour y être, ou il y a meilleur que moi, tout simplement, et je dois travailler, etc. Ce qui est compliqué, c'est la blessure. Là, la blessure, c'est très dur parce que, généralement, c'est long, en plus, et tu passes par différentes phases. Tu as la première phase qui est vraiment, tu es au fond du seau et c'est compliqué. Donc là, il faut le cheer up, tu vois, il faut les encourager un peu, et quand ils commencent à reprendre les protocoles ou de réatteler, le moral monte en même temps. Mais pour autant, ils tombent pas en dépression. Ils savent que la blessure fait partie du job, quoi. Ouais. Donc bravo pour on va dire la force mentale de tous les athlètes au niveau. Écoute, dans tous les cas pour cette équipe-là, pour ces 42, je trouve ça chouette parce que j'aime bien l'idée environ il y a 40% des joueurs qui en sont assez nouveaux, mais en même temps quand je commence à jouer le jeu de dire qui va jouer, je vois que quand même beaucoup de grands noms. Donc ça va être un grand plaisir de regarder ce Six Nations. Si on parlait un peu de Six Nations, toi tu disais tiens, on regarde quand même le Coupe du Monde. Est-ce que ça veut dire est-ce que la France va continuer des victoires sans défaite là? Est-ce qu'on va gagner le Grand Chelem? Alors mon cœur va dire oui. Après mon cerveau, c'est une année impaire, donc c'est une année où tu as 3 déplacements à l'extérieur. Si je dis pas de bêtises, tu vas en Angleterre et tu vas en Irlande et tu vas en Italie. Ça va être 3 combats compliqués. 3 combats compliqués. Après les tournois pré-Coupe du Monde ont souvent bien réussi à l'équipe de France. Donc, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, ce qui va être très rigolo à regarder en tant qu'observateur et amateur averti du rugby, c'est le fond de jeu de chaque équipe. Parce que je suis pas convaincu qu'ils dévoilent tout ce qu'ils souhaitent mettre en place pendant le tournoi. Tout le monde va cacher leur jeu, tu dis? J'ai l'impression que ça sera... Voilà, ça va être... Il y a certainement des choses qui seront. Je vois pas de révolution arriver sur un système de jeu d'une équipe. On va faire des bons vieux trucs qu'ils ont fait depuis 4 siècles. C'est ça. Ouais, ok. Si on parlait quand même des autres équipes, parce qu'il y a toujours une équipe qui monte un peu, c'est quand même assez cool ce niveau-là. Destination, parfois c'est Pays de Galles, mais Pays de Galles en ce moment, je sais pas. Dans des autres équipes qui va monter et qui va baisser un peu au niveau de niveau? Alors moi, il y a l'Irlande forcément qui pour moi est favorite, qui est l'équipe la plus solide, la plus efficace, qui est pas forcément la plus sexy à avoir joué, mais qui est d'une efficacité incroyable.
Donc, très franchement, je vois l'Irlande comme un prétendant au titre du tournoi, en tout cas. Et il y a une équipe qui a été un peu malmenée ces derniers temps, mais qui, avec l'arrivée d'un nouveau coach, etc., l'Angleterre, voilà, moi je pense que l'Angleterre, c'est une équipe, il faut faire très attention aux Anglais. Parle-moi alors de lui, de Steve Borthwick, quand même assez joueur sur l'équipe de l'Angleterre pendant longtemps. Et Ouais. aussi, il était forwards coach, il me semble. Il était Ouais. coach en dessous Jones. Est-ce Exactement. que tu peux nous parler un peu de lui? C'est un enfant de rugbystique d'Eddie Jones. Hein. En fait, il a parfait son savoir-faire avec Eddie Jones au Japon d'ailleurs, il me semble, et ensuite en Angleterre, si je dis pas de bêtises. C'est Monsieur la rigueur, mais en même temps avec un peu plus d'affect que semblait en avoir Eddie Jones. Il est plus en connexion avec la génération aussi de joueurs. Tu vois, c'est un joueur qui a arrêté, je sais pas, une dizaine d'années, je dis, peut-être un peu moins. Faudrait vérifier. Donc, il est quand même en connexion avec cette génération-là. Il est jeune comme nous. Ouais, comme toi, ouais. Je pense que ça peut fonctionner. Franchement, je pense que ça peut fonctionner. D'accord. Donc, toi, tu penses que c'est plutôt, en fait, l'Angleterre et peut-être va aller mieux sans Eddie Jones. Alors, je vais pas dire ça comme ça parce que Eddie Jones c'est un grand monsieur du rugby, mais je pense que il va apporter autre chose et que j'imagine volontiers que le 15 de la Rose était en demande de ça. Ouais, un petit changement, ça va faire du bien pour eux. Ceux qui veulent. Sans rien forcément bouleverser rugbystiquement parlant, mais je pense qu'il va être peut-être un peu plus entraînant, un peu moins dur, je sais pas, parce qu'il est pas simple, hein, comme tous les gars à ce niveau-là. Mais je te dis, il est plus en connexion avec cette génération de joueurs. Donc voilà, peut-être que la communication sera peut-être plus simple. Ouais. Et donc Eddie Jones alors qui est parti pour Australie, ça me semble bien d'être on va dire un win-win pour les deux équipes, les deux personnes, on va dire les deux parties, parce que quand même, je pense qu'il me semble que Australie a perdu contre, j'ai envie de dire, Italie. Ouais, ils ont perdu l'Italie, ils ont été battus par l'Italie. Ouais, le rugby australien est un peu aussi en. Mais je me méfie toujours des équipes du Sud. C'est-à-dire qu'avant les Coupes du Monde, avant les grandes échéances, on les dit un peu en dedans, dans le dur, etc. Et puis, quand la compétition arrive, ils sont quand même là. Pour ça que je fais toujours des All Blacks mes favoris au titre avec l'Afrique du Sud et la France évidemment. Mais c'est assez étonnant. De mémoire d'agent, j'ai rarement vu un entraîneur d'une équipe nationale changer, j'allais dire en cours de saison, pour une autre équipe nationale. Alors j'ai eu quelques explications, comme ça, enfin il y a rien de secret là-dedans, mais il y aurait une histoire de clause de non-concurrence qui finalement n'a pas été forcément ni appliquée dans le contrat, ou en tout cas négociée par une des parties, en l'occurrence les représentants d'Eddie Jones, pour faire en sorte que qu'il n'y ait pas de clause de non-concurrence, puisque clause de non-concurrence, c'était aussi pour des clubs, etc. Et puis finalement, c'est passé manifestement comme une lettre à la poste, et ça lui a permis d'aller avec l'Australie. Il prend l'Australie au bon moment, un moment où ils sont un peu au creux de la vague. Là, pour le coup, lui, il va leur apporter énormément de rigueur, beaucoup de travail. Non pas qu'ils travaillaient pas avant et qu'ils n'étaient pas rigoureux, mais c'est toujours pareil. Tu sais, c'est quand tu fais la même matière pendant 5 ans, tu fais des maths avec le même prof, et puis tu changes de prof, tu as l'impression que les maths sont différents, quoi. Alors que les maths, ça reste toujours les maths. Le rugby, ça restera toujours le rugby, mais avec une autre façon de faire. Donc ça va être intéressant de les voir évoluer. Ça va être très intéressant. Mais après, c'est compliqué quand tu es australien. Tu vois, il a très bien réussi avec le Japon, avec l'Angleterre, même si ça s'est terminé un peu difficilement. Là, quand nul n'est prophète dans son pays, hein, comme on dit. Donc ça va pas être simple. Ça va pas être simple, mais il a quand même de très très beaux joueurs à disposition. Ouais, une très belle équipe.
Ça nous donne beaucoup de raisons de regarder tout le rugby qui va arriver bientôt parce qu'on a la supercination. Bon, en tout cas, Miguel, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci de venir avec ta belle prononciation de tous ces noms. Je te remercie pour ça. Encore, on a fait un effort. Est-ce qu'il n'y a pas de nom wallisien ou de nom voilà. En plus, là, c'est compliqué. Dès que c'est plus de 4 syllabes pour moi, ça devient impossible. En tout cas, merci d'être là avec nous ici à Pacte Pot et écoute, j'espère un jour de regarder un match ensemble, ça serait un grand plaisir. Avec grand plaisir. Salut. Allez, ciao. Allez, grand merci à Miguel. Maintenant aussi à nous, les garçons. Mais on va parler tout de suite, bien sûr, du match de ce week-end. C'est France-Italie. Charlie, comment tu sens ce match ? Alors moi déjà j'attends beaucoup de ce tournoi parce qu'on a très souvent ensemble parlé de l'équipe de France, de son passé incertain où ils alternaient le bien et le mauvais, et en fait je pense que à l'aube de ce France-Italie, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de savoir si la France va réussir à se draper de ce statut de leader d'intouchable. On a des joueurs qui sont adulés sur la planète. On est sur une série de 13 victoires, il me semble, de mémoire. On est champion, on est champion en titre. On vient pour défendre notre titre et un grand chelem. Est-ce que cette équipe de France a les épaules, a la stature, a la carrure d'être leader sur la durée, de continuer sa série de victoires jusqu'à fin 2023? En tout cas, pour moi, voilà, l'Italie, on le sait, c'est plusieurs fois qu'on commande des France-Italie ensemble. On sait que c'est une équipe, voilà, pas prendre en supériorité, mais qui a priori dans le tournoi est un début facile, on va dire comme ça. Donc, je pense que au-delà du match qui se présente à nous, c'est moi l'idée qui me motive à mater ce 6 nations, c'est vraiment est-ce que la France va être ce seigneur, ce papa, cette équipe qui arrive à s'asseoir à la première table et à y rester, quoi. Et c'est vraiment ça moi j'y crois, hein, j'y crois complètement. Comme disait notre Théo dans l'année précédente, si vous avez écouté le petit rappel, jusqu'en 2027 on y croit, hein. Oui, mais Charlie, on peut dire aussi, notre grand Théo, il a dit que quand même l'Italie, la dernière match, c'était quand même le premier mi-temps 18-10, avec Italie un grand ligne défensive très puissant, qu'on ne pesait pas, nous, devant, qu'on n'avait pas mis la main sur le match. Et heureusement, il y avait Villiers qui a marqué 3 essais, finalement, pour 37-10. Mon cher Théo, est-ce que ça va être 37-10 cette fois-ci ? C'est le match piège, hein, c'est le match piège par excellence, parce qu'effectivement... il y a des enjeux énormes sur ce tournoi Destination, comme le disait Charlie, de confirmer ce statut naissant de première nation mondiale du rugby, quoi, tout simplement, et d'arriver en tant que favori à la Coupe du Monde à l'automne prochain. Mais sur ce chemin se dresse tout un tas d'adversaires. L'Italie est réputée être le plus facile. C'est des matchs pièges. Ça reste 15 mecs contre 15 mecs. On sait, et on l'a vu, que l'Italie est quand même sur une bonne pente, avec quelques joueurs de grand talent, hein. J'ai repris la liste, mais on a vu les matchs qu'on fait l'année dernière, Jake Polledri, Michele Lamaro, le capitaine, etc. Devant, c'est quand même très très costaud. On a encore vu hier soir doublé d'Ange Capozzo, l'arrière funambule qui fait des miracles et qui fait des merveilles. Il est aussi français qu'italien, mais il joue pour l'équipe d'Italie. Moi, j'aime bien ces histoires aussi. Alors, malheureusement, contre la France, il est blessé, Paolo Garbisi. Il reviendra sans doute contre les Anglais le 12, mais il jouera pas contre nous. Et j'ai vu qu'en fait, il y a aussi son frère, Alessandro Garbisi, qui joue au demi de mêlée. Et moi, je trouve que une charnière de 2 frères, c'est toujours un truc qui me raconte une histoire. Donc, je les aime aussi beaucoup pour ça, le côté peut-être latin, sens de la famille, Italie. Allez, on y va sur toutes les images d'Épinal. Donc, méfiance, on est largement favori, mais il faut se concentrer suffisamment pour prendre ce match extrêmement au sérieux et rentrer dans les bonnes conditions dans les matchs suivants.
en plus, c'est pas les seuls frères, parce que aussi il y a les frères Cannon aussi, donc un qui est deuxième ligne, l'autre qui est troisième ligne. Ce sont des frères un peu plus grands, on va dire un peu plus costauds. C'est vrai, Nicolo Cannon et Lorenzo Cannon, tu as tout à fait raison, je vois ça aussi, ouais, absolument. Je vois que vous aimez bien les histoires de famille au rugby et j'en profite pour passer un petit bonjour à Amélie, ma pote qui est passée par les Pink Rockets et qui a été pris en photo cette semaine par Rugby Amateur avec son enfant sur le bord du terrain. Voilà, c'est une maman rugby woman et je lui passe le bonjour. La classe. Merci, Amélie. Bon, Charlie, tu as dit que oui, c'est peut-être on va dire le match facile pour démarrer, mais en même temps, cette équipe des Teddy, c'est pas du tout la même. Ils ont fini la dernière 6 nations avec une victoire contre Pays de Galles. Si vous vous souvenez, c'était la dernière minute que Pozzo là, qui a fait un course d'extraterrestre, qui sert gentiment son allié après. Il a fait tout le travail à 5 mètres de la ligne. Hop, il sert son allié pour l'essai de la gagne. La première fois en 7 ans qu'ils ont gagné en fait. Et en plus de ça, ils sont partis, ils sont allés à Samoa, ils ont gagné contre Samoa, pardon, et après ils ont battu Australie chez eux. Ils ont battu quand même Australie chez eux. Donc c'est pas, en même temps ils ont perdu contre l'Afrique du Sud, on va dire c'était assez chaud, mais c'est pas du tout le même équipe. Non, c'est une équipe qui se renforce, voilà, qui a toujours ce problème de profondeur de banc, de tenir les fins de match contre les grandes nations. Donc sur le papier, ça doit être un peu compliqué. Et nous, c'est vrai, comme disait Charlie, si on veut enfoncer le clou et montrer qui c'est Raoul, il s'agit pas de commencer à mégoter et à prendre des points contre les Italiens et à se mettre à flipper à la 60e. Après, on a beaucoup dit aussi que le chemin qu'il y a entre maintenant et dans moins d'un an la finale de la Coupe du Monde, c'est un chemin dans lequel soit on se dit il faut tout gagner, et c'est peut-être ça le challenge, soit on se dit prenons match après match, progressons à chaque fois, si on perd c'est pas grave, l'important c'est de gagner quart, demi et finale de la Coupe du Monde. Donc quelle va être la voie que va choisir Fabien Galtier, son staff, Raphaël Ibanez, etc. Et ce qu'ils vont faire, il reste entre maintenant et la finale de la Coupe du Monde 12 matchs, faut gagner les 12, voilà comment on va faire. Ou au contraire, prenons les matchs les uns après les autres, ne nous croyons pas déjà arrivés, soyons humbles, progressons à chaque sortie. Ça, c'est à eux que ça appartient, mais c'est clairement une stratégie à choisir, et j'espère profondément que ce qu'on a dit tout à l'heure sur la fédération, on sait que Bernard Laporte quand même est très proche de Fabien Galtier, et Galtier avait dit si Bernard Laporte est battu aux élections d'il y a 2 ans, je partirai, je resterai pas, je suis trop proche de Laporte. Donc à quel point est-ce qu'il va être affecté par ça, à quel point est-ce qu'ils vont arriver à s'en détacher, c'est quand même une petite question. Moi je pense qu'ils ont de quoi s'en protéger, mais le cheminement entre maintenant et le toit du monde, c'est une ascension extraordinaire qu'il faut regarder. On va la regarder ensemble dans l'année qui s'ouvre. Et on va la commenter ensemble. Il y a beaucoup de choses que tu as dit, Théo. Il y a 3 idées que tu as développées. La première, en effet, sur la relation Laporte-Galtier. Moi, je pense, c'est ma théorie, que c'est assez scindé quand même entre organisation et, et jeu, quoi. Voilà. Donc, je suis pas très inquiet là-dessus. Il y a une deuxième chose que tu avais dite, c'était sur le parcours qui va arriver face à nous. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, la France est une équipe à réaction et que, on le sait tous, la défaite est un apprentissage. J'avoue que il y a un choix entre assumer ce statut de leader invaincu, d'espèce de marmule contre lesquelles les équipes viennent se casser. C'est un truc à faire, mais on sait aussi, comme je disais, que la défaite est un apprentissage et que peut-être s'il y avait un tracas qui survenait dans ce tournoi de machin, ça pourrait être un moteur pour aller vers une victoire finale en 2023. Bien sûr, c'est pour ça que sur le tournoi, je pense qu'il faut pas non plus exiger d'eux qu'ils fassent le grand chelem. Voilà, je pense que ce serait super s'ils le faisaient. Et s'ils le font pas, on ira chercher dans les défaites éventuelles qu'il y aura eu les raisons d'aller progresser et d'aller gagner une Coupe du Monde, le même match dans d'autres circonstances pour être champion du monde. Donc, gardons une lecture positive, soyons américains en quelque sorte. Ouais, je vous trouve, les garçons, très zen. C'est incroyable, vous n'étiez jamais aussi zen. En parlant de rugby, c'est un truc avec moi. C'est peut-être dû à la Asahi, la zénitude. J'ai la trouille et je vous dis pourquoi. En Italie, ils ont un pilier qui s'appelle Ferrari. Donc si ça vous fait pas peur, donc ça, franchement. Alors, un pilier qui serait aussi rapide que de Ferrari, ce serait une première quand même. Ouais, c'est vrai. Pour son poste, il porte peut-être mal son nom. Simone et Ferrari, ouais. Et cette équipe de France, les gars, comment vous sentez ? Vas-y, mon Théo, je sens que tu as des trucs à dire.
Non, enfin, oui. On la sent forcément assez bien. Ils ont fait une très belle tournée. Ils sont tenants du titre avec Grand Chelem à la clé. Il n'y a pas de grand absent à part Jonathan Danty, ce qui est quand même pas une bonne nouvelle parce que c'est un régulateur depuis un an et demi dans cette équipe de France. Donc, il faut qu'on voit qui au centre de l'équipe au centre du terrain, va prendre la place de Jonathan Danty. Je pense que c'est pas complètement fait. Moi, je suis évidemment super content de voir revenir Gabin Villière. Je pensais pas qu'il serait là dès le premier match. Il a fait une bonne rentrée contre Pau avec Toulon. Ils le reprennent. Ça veut dire qu'il compte sur lui, que son mental est là, que son envie d'en découdre est là. Il va avoir une fraîcheur physique extraordinaire. Donc, je pense que c'est absolument top. Et puis après, moi, j'ai quand même une vraie question qui est est-ce qu'on va finalement oser se servir de Sékou Makalou comme impact player à l'aile? Parce que je pense que c'est un joueur qui montre de telles choses sur le terrain, qui a de telles qualités, qui pour l'instant est un peu sous-utilisé en équipe de France parce qu'il n'a pas encore marqué l'équipe de France de son empreinte, alors que ce garçon a tout pour le faire. Donc là, il est pris dans le groupe comme troisième ligne. Moi, je rêve qu'il le fasse rentrer comme ailier, en fait, parce que je pense qu'il peut faire ça, peut-être plus comme impact player que comme titulaire, mais je pense que ça peut être extraordinaire et ça peut être le monsieur plus et quasiment l'effet Chabal de la prochaine Coupe du Monde. Moi, en tout cas, j'appelle ça de mes vœux parce que je trouve que c'est un joueur qui mérite, en fait. Est-ce que Ticket, s'il te plaît, tu peux marquer ce podcast d'une pierre rouge, parce qu'on a quand même eu Théo qui nous a encensé mon Macalou sur du Stade Français. Ça me fait très plaisir. Oui, mais j'aime le beau jeu, Charlie. Suis voilà, et c'est un garçon qui est au service du jeu et du beau jeu. Il est top, voilà. Alors, sur les deux joueurs que tu as cités, moi, c'est juste, je pense que Danty, jamais on pourra le remplacer parce que un 8 au centre, c'est quand même assez rare. En gros, un gratteur comme ça et tout. Moi, je pense que ça va être dur de... Mais j'ai confiance en Galtier pour ne pas le remplacer, mais faire avec les forces qu'il aura en place une autre stratégie, un autre système de jeu. Donc, ça m'inquiète pas trop. Et par rapport à Macalou, et il sait tout faire, ce mec, quoi. C'est incroyable. Oui, c'est-à-dire que c'est un mec qui est troisième ligne athlétique. Comme tu disais, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas vu en équipe de France toutes les capacités qu'il a démontrées au Stade Français. Mais c'est un mec, tu le mets à n'importe quelle position sur le jeu, il est au-dessus des autres, quoi. Ouais. Je pense qu'il a rendez-vous avec lui-même, en fait. C'est-à-dire que complètement. Est-ce que lui va se hisser à la hauteur de cette exigence-là mentalement? Est-ce qu'il va s'y voir? Est-ce qu'il va croire en lui? Est-ce qu'il va enfin briser l'armure en équipe de France et enrôler et endosser, on va dire, le costume du super-héros? Il l'a sous le t-shirt, quoi. C'est sûr. Il y a marqué Superman, quoi. Mais est-ce qu'il va oser déchirer le t-shirt? C'est ma grande question avec lui. Au-delà du super-héros, c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, peut-être l'effet Chabal qu'on avait en 2007. Peut-être, il va sortir d'un joueur comme lui, tu vois, parce que présent, machin. Mais il y a aussi comme tu le rappelles très bien, je pense qu'il a un rendez-vous avec lui-même. T'as raison. Et pour appuyer ton propos, ses premières apparitions en équipe de France ont été très mitigées. Parce que je pense qu'il y avait une attente sur ce mec, que lui avait du mal à se placer dans cette nouvelle équipe, peut-être, ou j'en sais rien. Et que oui, en effet, ses qualités de joueur, on les voit. Je veux dire, il y a pas grand débat dessus. C'est lui-même qui va devoir prouver à lui, à l'équipe de France et à nous, supporter l'équipe de France, que toutes les capacités qu'il a démontrées en championnat national, il peut le faire à l'international. Allez, si on passe à des autres matchs pour le week-end, donc en espérant que notre équipe de France gagne ce match-là, on passe aux autres matchs dans le week-end. Et après, il y a l'Angleterre, à nouveau l'équipe de l'Angleterre, l'Angleterre contre l'Écosse, l'Angleterre qui a perdu l'année dernière contre l'Écosse 20-17. Est-ce que l'Angleterre va revenir avec leur nouveau coach Steve Borthwick? L'Angleterre, ça reste une grande nation du rugby. Ils ont fait une tournée d'automne, somme toute présentable, mais ils sortent quand même de la gueule de bois d'Eddie Jones qu'ils ont eu pendant un paquet d'années, qui s'est fait sortir et qui a immédiatement retrouvé un poste. Il y a quand même pas plus cool que sélectionneur, visiblement, parce que le mec est maintenant sélectionneur de l'Australie. Et ils ont effectivement été chercher Borthwick, qui est un pur British quand même.
Donc, moi, je pense qu'ils vont se rassembler sur les valeurs qu'ils connaissent, qui vont faire un gros jeu d'avant, un jeu extrêmement physique, et qui vont pas trop se prendre la tête, et ils vont repartir sur les bases de ce qu'ils connaissent. Donc, moi, je les vois bien battre les Écossais d'entrée, là, quand même. Il y a aussi Pays de Galles, Irlande. C'est Irlande qui a gagné l'année dernière, 29-7. Les Irlandais me font peur, moi. Ouais, ils ont une très grosse équipe. Ouais, ils ont une très grosse équipe. Les Gallois, eux, sont en difficulté en fin de cycle depuis 1 ou 2 ans. Oui, on en parle. Donc, je pense que ça va être compliqué pour les Gallois, ce tournoi, à nouveau. Rendez-vous samedi, 15h15. Il y a que la vérité du terrain, c'est ça. C'est ça. Ah ouais, mais moi, non, vraiment, les Irlandais me font très très peur, et je pense que, quand on parlait tout à l'heure d'une éventuelle défaite positive, dont on a souvent parlé, des Français, je pense que, on parlait de l'Angleterre, moi, c'est les Irlandais qui me font très très peur, quoi, sur ce tournoi. Les gars, donc numéro 1, pour avoir un Anglo-Saxon mentality, c'est pas si on va perdre, on va perdre. Non, c'est non. On va pas perdre. Et après, quand on perd, c'est dommage, on a perdu. Tu vois, donc déjà, c'est pas... Le son si on perd, d'American Positivity. Dans le truc, on dit, on perd pas, on gagne, et voilà, on gagne. Non. Et si on perd, je te fais un perdre. Je vais essayer d'embrasser l'American Positivity aussi, mais c'est pas ça que je disais. Non, je disais tout à l'heure, il y avait deux schémas. Enfin, Théo aussi, il y a 2 schémas. C'est que soit on marche sur tout le monde, soit si on perd, je le prendrais comme un truc qui pourra nous mettre un peu de plomb dans la gueule pour aller gagner ce putain de titre mondial, quoi. Parce que ça, en vrai, qui nous fait frémir. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais oui, mon ticket, j'essaierai de me souvenir, oui, on marche sur tout le monde, on est américain, on gagne tout le temps, la défaite n'existe pas, d'accord, je suis dedans. Mindset. Allez, bon, on a beaucoup de beaux rugby pour ce week-end, donc revenez la semaine prochaine aussi, parce qu'on va parler de tous ces matchs, bien sûr, et aussi on a une petite nouveauté, Charlie, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ça? Oui, évidemment qu'il y a une nouveauté pour cette année, c'est qu'on a aussi envie de vous entendre parler des matchs que nous commentons. Et du coup, il y a un truc très simple. Vous allez sur le Instagram de Pack de Potes, et en fait, vous nous laissez un petit vocal en moins d'1 minute sur vos impressions, sur ce qui vous a fait vibrer pendant le match, ce qui vous a énervé pendant le match. Par contre, attention, dans ce qui vous a énervé, on veut pas on est positivity, on est American Positivity. Donc, on reste familial, voilà. Donc, même ce qui vous a énervé, dites-le avec des mots drôles, concis, les vôtres, bien sûr. On a envie d'en avoir vos avis sur les matchs, qu'on commente. Et donc, s'il vous plaît, envoyez un petit vocal à la fin du match. Vraiment, faut que ce soit à chaud. À la fin du match, vous envoyez un petit vocal sur le Instagram de Pack de Potes, et on diffusera et commentera ensemble. Oui, et puis vous savez que on compte évidemment sur vous pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Charlie a parlé des vocaux, mais il n'y a pas que les vocaux. Vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez nous mettre des petites étoiles, des pouces et tout ce qui va bien. On a évidemment l'ambition d'être le premier podcast indépendant de la Coupe du Monde, ça vous le savez. On n'est pas si mal, honnêtement. 2023. Mais pour l'instant, on est un peu en retard. On dit pas ça, on est le meilleur. Il faut prendre l'attitude un peu américaine. Oh, we're the best, man, we're the best. En tout cas, on compte sur vous, c'est le plus important, et surtout, toutes les semaines, tous les 15 jours, là, les semaines qui viennent, on sera là au rendez-vous avec vous pour le rugby. Et partagez les garçons avec vous. Toujours un grand plaisir. Allez, à très bientôt les garçons. Salut, ciao. Je suis très content de revoir l'équipe au grand complet. Gros bisous les copains. Ouais.